fait à présent le bilan du mois de juin sur les marchés financiers. On va dresser avec nos deux invités le tableau de bord du mois qui vient de s'écouler. Un tableau de bord qu'on va dresser donc avec vous, Bertrand Lamiel, directeur de Ports en Part Gestion. Bonsoir. Bonjour. On n'est pas encore à la clôture du CAC 40, mais aussi avec Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Bonjour Jean-François Bay. Bonjour Nicolas. On va commencer avec vous et on va regarder un petit peu la collecte sur les marchés financiers, une collecte record, voire même historique, puisque là on est en juin, donc à 6 mois en fait du début de l'année, à la mi-année, et on arrive déjà au niveau en fait de la collecte de 2020. On a même dépassé. Ça y est. Et c'est toujours une tendance très très favorable pour les fonds actions. Les investisseurs s'engouffrent toujours dans ce message, c'est-à-dire le delta de croissance sur 2021 plus delta de liquidité sur 2021. Donc les banques centrales toujours très actives, très accommodantes, plus des taux d'intérêt très très bas, puisqu'on a aussi des banques centrales qui administrent les marchés de taux, et donc on a des taux sinon négatifs, en tout cas très très bas. Et donc il y a le scénario Tina, there is no alternative. J'investis, je veux profiter de cette croissance à travers les actions. Les autres classes d'actifs sont complètement absentes. Obligations, un peu logiquement, puisqu'on parle de taux bas et d'inflation, donc on ne va pas investir sur des taux. Le monétaire décollecte, c'est encore plus pire, j'allais dire, parce que là, on a des taux négatifs, du cash, donc aucun intérêt de maintenir du cash. Donc on sort des fonds monétaires, fonds diversifiés nuls, fonds alternatifs nuls, fonds, etc. Donc il ne reste plus que les actions. Les actions, 165 milliards de collecte depuis le début de l'année, 15 milliards sur le mois de juin. Toujours une tendance forte, moins forte que novembre-décembre ou janvier-février. Ça s'était commencé un petit peu à se calmer au mois de mai, mais ça reste très fort. Et puis, c'est un peu tous les investisseurs. On a vu la Fédération française de l'assurance dire qu'ils battaient des records en termes de collecte d'unités de compte dans les contrats d'assurance vie. D'accord. C'est 37% en moyenne sur les unités de compte par rapport aux fonds en euros. C'est de l'ordre de 60% sur les contrats haut de gamme par les CGP et conseillers financiers. Donc, on a aussi battu des records sur les 15 dernières années. Donc on voit effectivement que les investisseurs veulent des actifs risqués, veulent des actions. Quand on regarde dans le détail des fonds actions, quels fonds actions s'en sortent le mieux et collectent le mieux? Oui, c'est ça, parce que là, on a la vision d'ensemble où finalement on comprend que c'est assez simple. On a tous les investisseurs qui veulent des actions, mais bon, on se doute bien quand même qu'il y a des tendances qui doivent se dégager à l'intérieur. Voilà, il y a un peu de granularité. C'est plutôt les fonds thématiques depuis le début de l'année. D'accord. Actions monde, les investisseurs veulent profiter de la croissance mondiale, la réouverture des marchés, donc investissent sur les fonds actions monde. Thématiques, c'est très joué. Il y a des thématiques ou sectorielles qui vont être jouées, donc les rotations sont aussi utilisées à travers des fonds. L'approche thématique est très très importante. Un petit bémol quand même sur le mois de juin, si on fait un focus uniquement sur le mois de juin, on a un retour de l'Europe, ce qui n'était pas le cas depuis plusieurs mois. Donc alléluia, les investisseurs redécouvrent l'Europe. Et ils reviennent, effectivement. Ils reviennent. Et aussi, on a sur le focus sur le mois de juin, un retour via les ETF et les gestions passives. Ce n'était pas le cas depuis le début de l'année. Le tiercé gagnant qu'on avait évoqué en tête, c'était plutôt la Chine, les émergents. Les gestions très très actives, le monde, les émergents, les gestions très actives, et aussi la partie ISR. Les fonds ISR étaient aussi très très sollicités. En avance, il y avait plus d'1 euro sur 2 qui se déversait sur des fonds ISR. Et donc une tendance qui ne se dément pas au mois de juin non plus. Qui ne se dément pas, mais qui a changé un petit peu. Donc c'est un peu moins émergent, plus Europe. D'accord. Les investisseurs reviennent fortement sur l'Europe. Reviennent fortement aussi sur des fonds pas nécessairement ISR, il y a cette rotation sectorielle, et reviennent aussi via des ETF, des gestions passives. Pour vous donner un exemple, Nicolas, sur le mois de juin, l'ETF iShares MSCI EMU, donc l'ETF qui traque le MSCI EMU sur la zone euro, a collecté 1 milliard sur une journée. On a battu le record en une journée. Donc vous imaginez la collecte que ça représente. C'est le record absolu historique depuis la création des ETF. Et c'était quelle journée? Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là particulièrement? Non, c'est pas une journée, je crois que c'était le 17 juin. Enfin, c'est pas une journée en particulier, c'est juste qu'il y a une accélération très forte des investisseurs qui veulent revenir mécaniquement sur de la gestion passive et donc de l'indiciel en fait. Et donc de l'indiciel en se disant... Je comprends le message qui a été envoyé par les banques centrales et les gouvernants. Il y a des plans de relance, on vient encore d'évoquer Biden, etc. Mais en même temps, j'ai peut-être intérêt à prendre une approche purement indicielle pour profiter de ce mouvement.
technique et peut-être tactiquement pouvoir revenir, réduire la voilure. Si jamais je veux revenir sur des émergents ou sur des défensives, ou si jamais le mouvement cet été devient plus compliqué, bien sûr. On parle d'inflation, on parle de tapering, donc j'ai un petit peu cette schizophrénie et ce qui se traduit, je pense, ou une sorte d'exubérance via des ETF. Si vraiment les investisseurs étaient convaincus d'un mouvement fondamental, ils iraient peut-être moins sur des ETF, ils iraient peut-être plus sur des mouvements de stock picking, de small et mid cap. C'est ça, d'aller chercher finalement les actions dans lesquelles ils croient ou autres, alors que là, on va chercher en fait une tendance un peu globale et se laisser porter. Le terme n'est pas forcément le bon, mais on suit la tendance, quoi. Exactement, tout à fait. Et le fait qu'on aille moins sur l'ISR, alors que c'est une thématique dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, dont on sent effectivement qu'elle est chère aux investisseurs, là, ça s'explique par quoi et en plus, c'est lié au retour à l'Europe ou pas du tout ? Alors, je pense que c'est lié au mouvement. L'ISR avait très très bien performé depuis le début de l'année, avait beaucoup collecté. La deuxième chose, c'est qu'on a des thématiques ISR qui faisaient un peu office de bulle. J'ai en tête l'environnement, le climat. On a vu en bourse des grosses déceptions. Donc les investisseurs ont compris que le scénario en cas en faveur de la techno, de l'environnement et de la santé et au défaveur du cyclique avait changé. D'accord. On reste peut-être toujours investisseur sur de la tech, mais on fait très attention à l'environnement. Pour vous donner une idée, Nicolas, les encours sur les fonds climat ont été multipliés par 4 en 2 ans. D'accord. Oui. Ça a collecté 10 milliards l'année dernière sur des valorisations ou des capitalisations qui restent, et des liquidités par définition qui restent très faibles, et en plus des business models, des activités qui restent encore naissantes sur ces types de pure players. Mais il y a un attrait finalement des investisseurs sur cette thématique-là. Oui, effectivement, ce que vous nous disiez. Il y a eu un attrait. Je pense que ça restera structurel parce que le climat restera une thématique très forte dans les prochains mois, les prochaines années, ne serait-ce que aidé par le Green New Deal en Europe et les messages des gouvernants. Mais tactiquement, les investisseurs sur le mois de juin se sont un peu méfiés de cette approche et depuis plusieurs semaines, c'est pas que au mois de juin, ont commencé à réduire la voilure et à se méfier, même en termes d'IPO. C'est des dossiers il y a eu des IPO sur l'hydrogène, c'est des jeunes sociétés. Oui, on se souvient notamment parlera de nettement HRS, mieux que moi. Oui, où les investisseurs sont arrivés d'un coup effectivement sur ces thématiques. On est dans de l'exubérance irrationnelle, on a parlé avec le ETF. On est sur des liquidités et donc où il faut se méfier des bulles et être sélectif. Je pense que c'est un peu le mot d'ordre à travers ces flux que l'on voit chez Cantalis. Alors un mot encore, Jean-François Bay, avant de rentrer encore un peu plus dans le détail avec vous, Bertrand Lamiel. On parle donc de l'Europe, on parle des indices monde et européens. En termes de taille d'entreprise, on est toujours sur des large caps ou le ruissellement qu'on pouvait imaginer est en train de s'amorcer? Alors on est toujours sur du fly to liquidity, on est toujours sur des large caps, on achète le CAC 40, on achète l'Eurostoxx 50. Le ruissellement ne se fait pas bizarrement sur des petites et moyennes valeurs. On parle de croissance, on parle de thèmes cycliques, industriels, de réinvestissement via des unités de compte. Et malheureusement, les flux ne se voient pas sur des fonds petites et moyennes valeurs. C'est un univers de 350 fonds petites et moyennes valeurs en Europe, très important, mais sans flux, il y a un décalage, c'est-à-dire un retard des petites et moyennes valeurs qui est incompréhensible. Ça reste bloqué sur les larges caps, finalement, ça ne descend pas. Exactement. Ce mouvement un peu d'exubérance et de liquidité se déverse avant tout sur les large caps. Bertrand Lamiel, on a parlé donc de la gestion passive et des indices. Si on regarde les indices européens tout d'abord, puisque les investisseurs ont envie d'y revenir à la faveur peut-être de la réouverture des frontières. Le CAC 40 confirme de son côté son leadership au moins enEurope, voire même dans le monde, Bertrand Lamiel. Même dans le monde. C'est d'abord dans le monde, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc il y a l'indice suédois qui bataille pour être à peu près au même niveau, mais globalement le CAC est devant tous les grands indices. Et après, quand on redescend, de toute manière, tous les indices sont orientés à la hausse. Tous les indices nationaux sont orientés à la hausse. Et quand on va regarder au niveau sectoriel, pareil, il n'y a pas un seul indice qui est orienté, ou même qui sera en pause. D'accord. Tout est à la hausse. Tout progresse. On est clairement dans un marché bulle. Là, ça avance très bien et ça peut durer longtemps. Donc, il faut s'en réjouir. Par contre, ça reste un marché qui est compliqué à travailler paradoxalement.
Parce que tout ne monte pas au même rythme. D'accord, ok, oui, parce qu'on pourrait se dire ça monte, effectivement, il y a beaucoup d'investisseurs qui arrivent. Bon, on part en vacances tranquillement, on est à fin juin. Le comportement des investisseurs que décrivait Jean-François, à savoir qu'ils vont prendre des ETF indiciels. Parce que, honnêtement, c'est quasiment le plus facile pour capter. Sur les 2 derniers mois, là, on a eu des mouvements sectoriels assez importants. C'est-à-dire qu'on a toujours le luxe qui est bien orienté. Voilà, on a toujours, donc ça reste bien. L'automobile continue à être très, très bien orienté. Oui, l'automobile est pas mal reparti là, sur le dernier mois, clairement, effectivement. C'est des leaders sectoriels, donc qui montent plus vite que le marché. Inversement, on a vu que, par exemple, les matières premières ou les banques, qui avaient été des gros relais de croissance sur les derniers mois, ils sont plus sur le podium. Ils sont rentrés en phase de pause, donc en fait, ils stagnent, ils stagnent. Ils avancent au même rythme que le marché. D'accord, plus des leaders. Donc on voit que tout ça est en train d'être battu. Et inversement, ce qu'on voit arriver, c'est les oubliés de 2020. Donc on a la santé, on a les énergies, on a l'agroalimentaire. Donc ça, c'est des gros secteurs en Europe. Oui. Et on voit qu'ils sont en train d'essayer de venir se faire une place au soleil. C'est ça, il y a un effet un peu de rattrapage. On retourne en Europe, donc on va chercher des opportunités finalement sur les entreprises un peu oubliées. Pas l'indice, il y a cette tendance de se dire, tiens, qu'est-ce qui est en retard ? D'accord. Et donc, voilà, sur quoi j'investis. Donc c'est ça qui est en train de se jouer. Et in fine, ça fait un indice qui prend encore 200 points sur un mois glissant, quoi. Et alors, vous disiez que c'était une période compliquée à travailler. Effectivement, si on a peu de secteurs ou de secteurs leaders, c'est-à-dire qui surperforment le marché, pourquoi est-ce qu'on ne suit pas l'indice, tout simplement ? Après, c'est des stratégies, oui, bien sûr. En ce moment, c'est ce qui se passe. A posteriori, on se dit, tiens, c'était plus facile de faire ça que d'essayer d'aller faire du picking en termes sectoriels. Complètement, oui, bien sûr. Mais bon, on a quand même envie d'essayer de comprendre le marché en détail. Voilà, ça peut s'inverser. On est clairement dans un marché qui est haussier, où tout est bien orienté. Par contre, effectivement, tout le monde essaye d'avoir sa place sur le podium. C'est très différent du marché de l'an dernier, où paradoxalement, on était en pleine crise avec pas de visibilité. Par contre, on avait un marché où c'était assez facile. En fait, il fallait être sur la tech, il fallait être sur les... C'est ça, les thèmes porteurs du moment, bien sûr. Voilà, oui. Sur les énergies vertes. Et le reste, on pouvait l'oublier. Et avec ça, on terminait largement positif. Là, cette année, c'est vraiment, il y a bientôt le Tour de France. C'est la voiture balai qui recolle, l'échappée qui revient. Enfin, bref, ça avance. Mais c'est une gestion sportive, finalement, des marchés financiers. C'est difficile de dire ce qui va sortir. Et effectivement, le paradoxe aussi, c'est qu'on ne voit pas ressurgir en avant les indices mid et small cap. D'accord, on en parlait effectivement avec Jean-François Bay. C'est toujours passé comme ça après une crise. Donc l'an dernier, les indices terminent dans le rouge. Chaque fois qu'on a eu ça, on a eu l'année d'après un rebond et des indices mid et small cap qui prenaient 10 à 15 points de plus que les indices big cap. Et pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas en termes de performance, qui probablement explique qu'on n'y est pas non plus en termes de flux. D'accord. Et quand on va regarder sur les fondamentaux, c'est la poche. On parle de chasse aux bonnes affaires. Donc oui, la pharma est en retard. Oui, l'agroalimentaire est en retard. Les énergies sont en retard. Mais la poche qui est véritablement en retard, avec des perspectives de croissance plus fortes que les grandes capitalisations, elle est sur les small et sur les... Donc la value, elle est là, finalement. C'est là qu'il faut aller chercher. Et nous, quand on brosse ça avec nos outils quantitatifs, on s'aperçoit qu'il y a encore des choses à faire sur les big cap. Et là, c'est vraiment du stock picking parce qu'il n'y a pas un secteur qui se distingue. Par contre, on a 2 fois plus d'opportunités sur le segment des mid cap. Quand on regarde l'Europe, on scrute quand même 1500 valeurs en Europe. Il y a 2 fois plus d'opportunités sur les mid cap qu'il n'y en a sur les big cap. Et pour l'instant, ça cale, les investisseurs ne veulent pas y aller. Ça cale. Ils y vont, mais pas plus vite qu'ils n'allaient sur les... Jean-François, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Bertrand Lamiel? Non, c'est vrai qu'on est un environnement compliqué, surtout à l'approche de l'été, donc c'est toujours un problème de volume, et la période n'est pas simple pour prendre des décisions. S'il fallait essayer de donner une certaine logique dans ce marché compliqué, l'année dernière, c'était une logique Covid. En novembre, c'était une logique vaccin. Là, on est peut-être dans une logique inflation. Pourquoi ? Parce que quand on regarde, par exemple, les émergents, on a émergents commodities versus émergents non commodities. Donc, ceux qui ont des commodities, pétrole, on a vu la Russie, même le Brésil revenir. Enfin, voilà, il y avait cette lecture-là. Et sur les marchés européens, c'est peut-être un peu la même lecture, c'est-à-dire les entreprises qui peuvent faire face aux coûts de production, qui peuvent faire face à l'énergie, qui peuvent faire face au pricing power, on a le luxe. Et donc, du coup, on retrouve un petit peu cette dichotomie, même au sein des valeurs européennes. Et puis, le CAC 40, c'est de l'énergie, c'est du luxe. Donc, pour
même pour des petites et moyennes valeurs, c'est pas forcément un environnement facile. Cet impact de l'inflation, cette nouvelle lecture de l'inflation, alors qu'il y a un an on parlait de déflation. Bien sûr. Comment je vais pouvoir faire face dans mes coûts de production? Quel va être mon impact? Est-ce que je vais pouvoir le répercuter auprès de mes clients? Il y a des goulots d'étranglement sur le bois, enfin les matériaux. Donc je pense qu'il va falloir passer cet été à reprendre cette grille d'analyse. Et c'est peut-être les flux que justement... Donc pour l'instant, on reste sur ce qui est le plus sûr, finalement le plus rassurant pour les investisseurs dans cette période, effectivement, avec l'inflation qui est un vrai sujet aux États-Unis depuis plusieurs mois, mais ça commence à arriver en Europe également. Bertrand Lamiel, on va peut-être parler des États-Unis un petit peu rapidement. Bon, c'est plus un secret que les investisseurs sont attirés par les États-Unis. Là, on parle d'un retour sur l'Europe. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis sont délaissés ou les performances sont quand même toujours bonnes sur les marchés? Non, ça reste des performances positives. Après, voilà, l'an dernier, on a été bercé par, en gros, les GAFAM qui trustaient. Oui, bien sûr. Marchaient très bien. Bon, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. En fait, il faut aller chercher des noms un peu en dessous, quoi. D'accord. Il y a des sociétés. En fait, les sociétés qui sont capables de générer de la forte croissance, elles ont souffert en début d'année parce qu'en gros, elles sont parties avec le flux. Voilà. Bien sûr. Quand tout le monde s'est dirigé vers la value, ça a vendu la grosse. Donc là, il n'y a pas eu de distinguo, tout est parti. Oui, c'est ça. Donc en fait, ils ont à moitié bénéficié de l'attrait des techs parce que ça faisait pas partie des plus grosses, mais par contre, c'est parti. On les a soldés avec les techs. L'avantage, c'est que du coup, on retrouve des niveaux de valorisation qui sont plus abordables et que là, avec le dernier message de la Fed, les gens sont en train de dire tiens, bon, un peu de croissance, la croissance et les résultats vont sortir. Enfin, les résultats qui sont sortis étaient très bons. Ceux qui vont venir sont probablement tout aussi bons puisqu'on commence à avoir des messages. Il y a ce qu'on appelle des capital market days, enfin des moments où les entreprises rencontrent les investisseurs. Et là, on voit que sur des sociétés qui ont des niveaux de croissance de chiffre d'affaires de 20, 30, 40%. Ça continue à bien se passer et du coup, sur les derniers jours, on a vu revenir des dossiers comme CrowdStrike dans la cybersécurité, des dossiers comme Roku, c'est un agrégateur TV. On a vu revenir ce type de dossier des PayPal, par exemple, qui recommencent à bien performer. Et donc, ce qui avait été délaissé, il y a peut-être un redémarrage qui est on est en train de se dire finalement, les entreprises sont capables de générer une grosse croissance, elles sont assez peu nombreuses, et donc ce qui est rare est cher, et donc il vaut peut-être mieux en avoir quand même en portefeuille. Et là, alors effectivement, là, PayPal ou autre, on ne parle pas de mid ou small cap, mais on parle d'entreprises en fait cachées par les énormes GAFAM. Et donc du coup, là, on voit ce ruissellement entre guillemets arriver, et on va chercher en fait de la croissance sur les valeurs en fait un petit peu moins grosses, même si PayPal, bon, ça reste une entreprise assez conséquente sur les marchés financiers, mais. Oui, mais en fait, c'est des noms qui sont un peu moins connus, donc il faut vraiment aller décrypter dans la cote. Et puis c'est surtout des sociétés qui certes ont plusieurs dizaines de milliards de capitalisation, mais qui continuent à cavaler en termes de chiffre d'affaires. Et donc, quand on fait des screens et qu'on va chercher les sociétés qui ont la plus forte croissance, parce que du coup, il y a quand même cette logique à être vraiment discriminant, c'est ces noms-là qui sortent et c'est globalement ces noms-là qui sont très bien entourés. Alors, un sujet qu'il y a eu, qu'on a vu et qui est effectivement beaucoup sur ce mois de juin, donc on a parlé de l'inflation, mais il y a également les matières premières. Jean-François Bay en parlait, donc du coup, avec les émergents. Votre analyse sur le sujet, Bertrand Lamiel? La Chine a rafraîchi les ardeurs. Hein. Oui, en disant, en gros, on va contrôler maintenant. Voilà, je vais contrôler. Alors, bon, immédiatement, mais c'était indispensable pour la Chine. On a vu des dossiers comme par exemple Freeport, qui est le leader de l'extraction du cuivre, qui est coté aux États-Unis, perdre 7 dans la séance d'entrée de jeu juste sur le discours. Bon. Encore une fois, je crois qu'il faut faire attention. D'abord, on est sur des actifs qui sont historiquement des actifs avec une grosse volatilité, un gros bêta. Donc, forcément, quand ça va mal, ça va très mal. Et quand ça va bien, ça va très bien. On avait eu des grosses performances. Donc, la logique de retour du balancier, elle est c'est assez classique. Donc la Chine va faire beaucoup de choses. Ils avaient en début d'année, je l'avais signalé, fait des stocks plus importants, c'est-à-dire qu'ils avaient globalement acheté 25% de plus que ce qu'ils avaient besoin, dans une logique probablement de refaire des stocks stratégiques. Probablement que, comme beaucoup, ils ont été marqués par la pandémie, le fait que tout s'arrête. Bien sûr. On s'est rendu compte à ce moment-là que, tiens, les stocks stratégiques, c'est pas si mal. Un coup, ça peut avoir des avantages. Oui, complètement. Donc voilà, donc ils vont probablement en redonner comme ça un peu de temps en temps, mais à la base,
ils ont besoin de ces matières premières. Donc de toute façon, la tendance avec la reprise elle est forte parce que d'abord il y a un effet de base qui est extrêmement fort. Et puis surtout, ils sont partis avant tout le monde, la Chine. Donc effectivement, là maintenant, il s'agissait d'attendre un petit peu les autres. On reste quand même dans une vraie reprise cyclique. Donc voilà, on a besoin de ces matières premières. Et je pense que voilà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je le disais tout à l'heure, les valeurs matières premières ne sont plus sur le podium, ne sont plus leaders. C'est une pause. Il faut savoir qu'une pause, 2 fois sur 3, hein, statistiquement, on a regardé ça sur 30 ans, 2 fois sur 3, ça repart en accélération. Donc on a voilà, je pense qu'il faut être patient un petit peu là-dessus, mais logiquement, c'est des dossiers qui doivent permettre de repartir et repasser sur le devant de la scène. Oui, Jean-François Bay. Une réaction très rapide de cette schizophrénie. On parle d'inflation, de reprise très forte, de prix du pétrole, etc. Donc les investisseurs l'ont en tête. Et de l'autre côté, on a des taux d'intérêt qui sont toujours très, très bas. Oui, bien sûr. Et c'est pas forcément toujours très intuitif de comprendre les deux. Pourquoi ? Parce que les banques centrales, la Fed et la BCE en tête, ont des tombereaux colossaux à investir. Il y a une émission de dette bien sûr, qui se prépare. Et donc, il faut surtout maintenir les taux très très bas pour pouvoir se financer demain. Donc, l'Europe, la Commission européenne, les États, plus en fait un peu d'agitation en Europe, puisque Angela Merkel va passer le relais au mois de septembre. Bien sûr, donc, avec un programme assez orthodoxe de la CDU pour le coup. Mais, donc, Christine Lagarde a ça en tête en se disant, voilà, quitte à avoir de l'exubérance irrationnelle, et donc on est dans cette période d'exubérance qui n'est pas facile à lire. Et pour finir, Bertrand Lamiel, un sujet qui me tient un peu à cœur, ce ruissellement sur les small et mid cap. Effectivement, on a dit on ne le voit pas en France. En revanche, il y a un pays en Europe où on le voit un petit peu plus, c'est l'Italie. Oui, c'est l'Italie. Alors, pourquoi ? Oui, je sais pourquoi pas. Mario Draghi peut-être. Peut-être un peu l'effet Draghi. Enfin, en tous les cas, oui, l'Italie fait partie de ces pays qui a un fort tissu industriel et c'est des sociétés qui sont allées chercher leur financement en bourse. Donc, en fait, on a une cote sur les mid et small cap qui est assez riche en Italie et c'est effectivement le seul sous-segment dans les indices européens qui arrivent à surperformer le Stoxx 600 dernièrement, donc qui reste très bien orienté. Et c'est vrai qu'on a un peu toutes les histoires possibles. On a des dossiers comme Unieuro, qui est la Fnac italienne. Iliad a pris 12% du capital, donc ça remet un petit peu de spec là-dessus. Mais c'est surtout une société qui va continuer à faire de la croissance. Alors, ce n'est pas des croissances très fortes parce qu'ils sont sur le marché italien pour l'instant. Mais en fait, en termes de valorisation, alors là, pour le coup, c'est un vrai cas value. C'est vraiment pas cher. Même après la hausse qu'on a connue, ça reste à des niveaux extrêmement attractifs. Et là, ils commencent à parler d'aller en dehors de leurs frontières. Donc, ça pourrait se doubler en plus d'une histoire de croissance. Donc, ça, c'est des dossiers intéressants. Eh ben, on abordera les autres dossiers intéressants le mois prochain. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup, Bertrand Lamiel, de nous avoir donc détaillé votre analyse, directeur de Ports en Par Gestion. Merci, Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30.